deuxième chose pour un agent, c'est son activation, son trigger, son déclencheur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le 25 de chaque mois, vérifie que j'ai bien reçu toutes mes factures fournisseurs du mois en cours. Le retard qui va être accumulé aujourd'hui en 2026-2027, ça va plus se rattraper comme on était capable de le rattraper techniquement il y a 10 ans, parce que la concurrence en face, ça va être des acteurs qui vont avoir l'IA au cœur de leur processus, ça va vraiment être dans leur ADN, et donc ils vont être capables d'arriver à des résultats hyper compétitifs, très très rapidement. Différenciation à faire entre ce qu'on entend par LLM, ce qu'on entend par agent, puis un peu ce qu'on entend par plateforme. C'est quoi un agent en fait ? Tu as quand même des signaux de marché qui sont forts. Monday qui a perdu 80%. Enfin, bon, il commence à y avoir des signaux de marché qui sont extrêmement forts parce que je pense que, en effet, ça n'a plus beaucoup de sens que de payer pour un outil générique. Aujourd'hui, tu peux construire le tien parfaitement adapté à ton workflow, à tes habitudes. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu niche, un sujet qu'on aborde rarement en ce moment. Je parle évidemment de l'intelligence artificielle. Alors, on arrive au moment où on va pouvoir mutualiser ce qu'on appelle les agences, ce qu'on va appeler les plateformes, pour faire mieux travailler les équipes et rendre les boîtes plus productives. Et que c'est un peu maintenant qu'a lieu le mouvement. C'est-à-dire, on s'est bien marré pendant 2 ans à prompter et à faire écrire nos mails par ChatGPT, mais l'enjeu, il est évidemment d'aligner les organisations sur l'IA. Et pour ce faire, Arnaud Meige va nous parler. Salut Arnaud. Salut Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, première question, c'est est-ce que tu partages ce diagnostic qui est qu'on est maintenant dans la phase, on va dire, de matérialisation à l'échelle d'organisation de l'intelligence artificielle? Complètement. Je pense qu'il faut avoir en tête un seul chiffre. Il y a une fenêtre de 12-18 mois. Je pense pas qu'il y ait plus de 3, 4, 5 ans devant nous. Après, les organisations et les équipes vont vraiment prendre du retard. Le retard qui va être accumulé aujourd'hui en 2026-2027, ça va plus se rattraper comme on était capable de le rattraper techniquement il y a 10 ans, parce que la concurrence en face, ça va être des acteurs qui vont avoir l'IA au cœur de leur processus, ça va vraiment être dans leur ADN, et donc ils vont être capables d'arriver à des résultats hyper compétitifs très très rapidement, là où des boîtes un petit peu plus anciennes qui ont 10, 15 ans d'existence vont plutôt mettre 6 mois à combler les écarts. Et alors du coup, c'est vrai que ça c'est un constat qui s'applique à toutes les entreprises existantes, qu'on appelle un peu legacy, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas nées avec l'IA au centre de leur process. Et ça veut dire qu'il y a quand même une différence énorme entre avoir un abonnement même payant à ChatGPT et puis faire tourner sa boîte sur un cœur d'IA. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment rentré dans les mœurs, c'est dans les habitudes. Tout le monde sait prompter, tout le monde sait utiliser, tout le monde sait explorer, etc. Mais très peu de personnes, très peu d'organisations savent vraiment orchestrer. Et je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose qui se joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employé qui travaille et qui va utiliser Claude et les différents outils à disposition pour remplir ses tableaux Excel, etc., c'est bien. Mais une entreprise qui va, par exemple, connecter ces différents agents IA à un CRM, à sa facturation, à son acquisition organique, à son acquisition payante, et qui fait tourner ça 24 heures sur 24, je pense que là, c'est le changement de paradigme, le changement de dimension. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il y a encore un vrai gap entre l'usage très personnel, très individuel, et les vraies plateformes d'entreprise qu'on peut aujourd'hui créer. Et très peu de boîtes ont encore passé le pas, mais je pense que ça va venir. Alors du coup, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde parle de comment je mets de l'IA dans ma boîte. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette impression, c'est qu'on ne sait pas si les CEO, que ce soit d'ailleurs les CEO ou les managers, sont hyper excités ou totalement terrorisés, ou alors pourquoi pas les deux en même temps? Alors je pense plutôt les deux. En fait, dans les CEO qui viennent me voir, et je le vois fréquemment, il y a le premier dirigeant, et c'est celui qui se dit, bon, je vais pouvoir maintenir mon activité, mais avec moins de moyens. Alors que ça veut dire finalement gagner en rentabilité, ça veut dire réduire l'impact de certaines fonctions, ça veut dire faire plus de choses, entre guillemets, lui-même assisté par de l'intelligence artificielle, pouvoir optimiser ses processus. Donc voilà, c'est plutôt rationnel. Et t'as le deuxième qui lui se dit, bon bah moi, voilà, ça fait 15 ans que j'existe, je me suis très peu renouvelé technologiquement, je me suis peut-être un petit peu endormi, reposé sur mes lauriers. Et je commence à voir des nouveaux entrants à la vitesse de la lumière qui arrivent avec des solutions 10 fois plus optimisées, 10 fois plus rapides, conçues extrêmement rapidement. Et donc là, je me dis, OK, il va falloir que je bouge. Mais je ne sais pas forcément trop comment ça se conceptualise techniquement. Mais je sais qu'il va falloir que je bouge. Et est-ce qu'en fait, entre les deux, ou même chez les deux, il n'y a pas ce côté
faut que je fasse quelque chose tout de suite sans trop savoir. Et est-ce que c'est pas un peu le meilleur moyen quelque part de se planter que d'aller directement tout droit dans une direction inconnue? Le fameux sentiment en fait, ce sentiment d'urgence un peu mythologique. J'en ai croisé pas mal. J'ai croisé par exemple des directeurs marketing. Ça peut parfois venir au-dessus d'eux, ça peut venir des organisations qui se demandent bon voilà, il faut qu'on faire de l'IA. Ouais. Faut faire de l'IA. On va faire de l'IA, sans forcément cahier des charges, sans forcément compréhension des principes de base, agentique, etc. Donc ils savent qu'il faut agir. Justement, parfois c'est imposé par la direction et c'est normal, il faut prendre ce virage-là. Mais par contre, la conceptualisation, même pas forcément technique, mais juste produit de ce que ça doit être, et ce que ça doit être concrètement, c'est là où on les accompagne aujourd'hui parce que c'est là le cœur du travail. Ouais, parce que le gros du sujet, il est de. Enfin, je pense que le sujet il se distingue. Donc, effectivement, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Donc, pour ça, il faut connaître un peu l'environnement. Oui. Parce que si c'est juste une machine qui fasse tout à ma place, marie-toi. Non, je vais pas faire la blague. Voilà. Mais, et d'un autre côté, la promesse, c'est quand même d'avoir des produits qui sont extrêmement adaptés, justement, à des process métiers. Et ça nous ramène à un des sujets assez important en ce moment, surtout après les grosses valorisations qu'on a eues ces dernières années, c'est que, en fait, ce que moi je comprends, c'est que tu dis, voilà, tu vas dire à ton client, c'est quoi le SaaS idéal dont tu as besoin. Et là-dessus, ça nous ramène au fait que les SaaS existants sont tous très à risque, quoi. C'est ce qu'on appelle la SaaS apocalypse. Exactement. Mais je pense que c'est un modèle qui est plutôt à bout de souffle. Reprenons un petit peu la base. Le modèle SaaS, il repose quand même sur un principe, c'est que un utilisateur égale un siège. Et c'est cette matrice-là qui a permis d'avoir des SaaS rentables. Un utilisateur, un siège. Alors qu'aujourd'hui, si tu as 10 agents IA qui sont capables, par exemple, de faire le travail de 100 commerciaux, au lieu d'avoir 100 sièges, tu vas uniquement en avoir besoin de 10. Tu vas réduire de 90% tes coûts. Et donc, pour avoir le même résultat aujourd'hui, puisqu'on arrive avec des modèles qui peuvent finalement avoir le même niveau de résultat et la même qualité d'output. Donc, ce calcul-là, je pense qu'en plus, les investisseurs l'ont fait. Je pense que c'est pour ça que vraiment, les SaaS sont aujourd'hui extrêmement à risque et que ça va aller très, très vite. Mais effectivement, parce que il y a non seulement le fait que ça coûte moins cher, mais aussi le fait qu'on a tous acheté des SaaS pour nos boîtes ou à titre personnel qu'on n'utilisait pas. Il y a quand même une partie de la rentabilité qui est sur le fait que tu es un peu oublié, soit que tu n'utilises pas, soit tu oublies que tu payes, et puis tous les mois, tu vois arriver un paiement, et puis ça s'accumule, ou alors que tu n'utilises pas du tout, même pas plus de 20%. Alors qu'en fait, si tu arrives à cumuler des 20% des différents outils dans un seul, tu vas utiliser 100% d'un outil moins cher. C'est quand même... Ouais. C'est pas une simple évolution, c'est vraiment une révolution, quoi. Et d'ailleurs, on viendra probablement sur le sujet des CRM, parce que c'est quand même l'un des produits que tu m'as montré et qui est, à mon avis, qui cristallise bien où est-ce qu'on voit concrètement aujourd'hui l'impact de l'IA. C'est que n'importe quelle boîte qui utilise un CRM peut s'en construire un. Mais au-delà de ça, tu dirais, c'est quoi pour toi, parce qu'on est en 2026, c'est quoi les domaines qui... sont déjà impactés, en fait, par cette logique d'intelligence artificielle au cœur des processus métiers? Écoute, pour moi, le principal, ça va vraiment être la finance. Pendant longtemps, il y avait évidemment une forme de prudence, de réticence qui était évidemment légitime. Tu avais des modèles qui parfois fabulaient, qui hallucinaient un petit peu sur des chiffres, et donc on peut évidemment comprendre que sur des données aussi importantes, c'est pas possible d'avoir des modèles qui soient pas parfaits et qui soient pas suffisamment conservateurs sur la donnée qu'on leur donne. C'était dû à la problématique principale des fenêtres contextuelles. Et en fait, les fenêtres contextuelles, où le contexte était trop court, pas assez large, pour pouvoir ingérer un énorme fichier Excel de manière complète. Et là où aujourd'hui, les différents modèles sont complètement capables de le faire. Et donc, ils sont capables de corréler des données financières avec une compréhension en plus business, avec des ordres, des informations que tu lui donnes en plus. Ils vont être capables de produire des graphiques, de faire des rapports, de poser également les bonnes questions, parce que je pense que dans les structures, dans les équipes finances, etc., il y a une forme d'accompagnement sur poser les bonnes questions au bon moment, essayer d'apporter des premières réponses à des questions qu'on peut se poser sur la base de chiffres. Et donc, on est quand même passé de modèles qui inventaient des chiffres, qui finalement essayaient Qui comblaient des trous. Qui comblaient des trous, à
Là, il montre vraiment des corrélations que je n'ai pas vues. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Donc, le premier secteur, je pense que c'est les fonctions finances. Moi, ça m'amène à un sujet que je connais un peu, qui est le marketing, parce qu'en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que c'est la finance parce que c'est la data. Parce qu'aujourd'hui, on peut exprimer la data. Moi, qui suis directeur marketing depuis quelques années, je vois bien que notre métier, c'est plutôt un métier de créativité. C'est fondamentalement un métier de data. Et que je suis tous les jours bombardé par des boîtes qui proposent des outils avec de l'IA, qui ont quand même cette différence de... Enfin, maintenant, cette capacité d'interpréter de la donnée ou d'en produire, et en tout cas de travailler avec. Et c'est vrai que il y a 1 an et demi, je me serais pas dit c'est faisable. Je me serais dit ça va être du gadget, et c'est plus du gadget. Et ça, je pense qu'il y a le marketing. Puis, évidemment, on parlera ensuite du développement, mais effectivement, parce que la data est maintenant proprement interprétée et analysée, en fait, quasiment tous les métiers sont impactés. Exactement. Et tu vois, quand tu parles des différents cœurs de métier, je pense qu'il y a un exemple qui est relativement bon à prendre, c'est celui des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a là vraiment un vrai shift, c'est un carrefour assez passionnant de changement de ce métier-là, mais en interne, les cabinets de conseil vont maintenant être capables de construire des plateformes de suivi de leurs clients. Donc, tu as des plateformes internes plutôt pour le suivi de clients, de la gestion de facturation, suivi de rentabilité pour chaque client, etc., sur mesure. Mais surtout, d'avoir quelque chose de, je pense, totalement nouveau parce que c'était pendant très longtemps inaccessible, technologiquement inaccessible. Mais ils vont pouvoir offrir à leurs clients des agents sur mesure. Donc, le métier de cabinet de conseil va passer de « je te donne des recommandations sur ta strat et je t'en fais un PDF » à je vais créer pour toi une solution intelligente qui va aller un petit peu plus loin que juste un PDF avec laquelle tu vas pouvoir interagir, communiquer, etc. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros changements que je vois également dans les cabinets de conseil, qui va s'appliquer à toutes les verticales possibles et imaginables dans lesquelles les cabinets de conseil s'appliquent. Ça, je pense que c'est vraiment le shift majeur. Et dans ce shift, ce que tu dis, c'est que les cabinets sont maintenant en fait créent des recours en créant des agents adaptés aux problématiques de leurs clients. Oui. Et ça, du coup, c'est une transition pour dire c'est quoi un agent. Parce qu'on entend beaucoup parler d'agents, il suffit d'ouvrir LinkedIn, tout le monde parle d'agentique, d'agent, de mon agent Claude, mes agents Claude, salut Jean-Claude, font tout pour moi. Moi, c'est un peu je pense qu'il y a un peu une définition à faire, ou une différenciation à faire entre ce qu'on entend par LLM, ce qu'on entend par agent, puis un peu ce qu'on entend par plateforme. C'est quoi un agent, en fait? Je vais reprendre un petit peu la base sur... Un agent, c'est 3 choses. Premièrement, un rôle. Contrairement aux LLM, qui sont finalement juste une interface de chat avec laquelle tu peux communiquer, un agent, on va lui assigner un rôle. Donc un rôle, c'est pas un modèle qui peut faire 1000 tâches. Lui, il va se concentrer sur un segment qu'on a parfaitement défini, qu'on a calibré, et lui, il va être chargé de faire une seule tâche. Deuxième chose, pour un agent, c'est son activation, son trigger, son déclencheur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le 25 de chaque mois, vérifie que j'ai bien reçu toutes mes factures fournisseurs du mois en cours. Et ensuite, 3, un élément important dans les agents, qui utilisent évidemment des modèles, c'est important, mais une capacité auto-apprenante avec le temps, donc de faire mieux, de s'habituer, etc. Je donne un exemple assez concret. Premier mois, donc reprenons l'exemple de l'agent de facturation. Agent de facturation. Plutôt d'account payable, quoi. Voilà, exactement. L'agent, il détecte qu'il manque une facture d'un fournisseur. Il va te préparer un brouillon d'email. Tu le relis, tu peux ajuster le ton, tu peux dire non, change, la dernière fois j'ai parlé à cette personne de cette manière-là. Qui va le retravailler, il va l'envoyer. Le fournisseur répond, non, mais nous, on envoie généralement nos factures le 28 du mois, c'est plus simple pour nous, machin, etc. Le mois suivant, le même agent, qui va donc regarder toujours le 25 si la facture a été reçue ou non, il va voir qu'il ne l'a pas reçue. Il ne va pas s'inquiéter, il ne va pas te proposer de renvoyer un mail parce qu'il aura appris. Et il sait que ce client-là, il va te l'envoyer le 28. Donc, il va te l'informer, il va te dire, c'est normal, on ne va pas lui envoyer le mail. Le fournisseur nous l'enverra dans 3 jours. Il sait que c'est normal parce qu'il a appris. Il n'a pas besoin de se relancer, de repartir dans les workflows complets. Et ça, c'est vraiment ça un agent. C'est ces 3 choses-là. Et du coup, quand tu parles d'un agent qui est entraîné ou qui s'entraîne lui-même sur des tâches, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle des agents, c'est qu'en fait, le rôle de l'être humain, c'est d'être le chef d'orchestre de tous ces agents. Parce que là, on parle de l'account payable, tu peux avoir l'account receivable. Si on est en finance, tu peux avoir la mise à jour automatique des leads, tu peux avoir le screening. Et en fait, ton métier, à toi, quelque part, c'est de
créer non seulement ses agents, c'est ensuite de les faire travailler, j'imagine, ensemble. Et ensuite, c'est de donner la main aux clients pour qu'il reste quand même la touche de validation humaine, enfin ce moment où quand même la stratégie de la boîte, elle passe encore quand même par l'être humain. Exactement. Et je pense que ça, c'est hyper important pour pas avoir ce sentiment de perte de contrôle. Encore une fois, nous, on accompagne des dirigeants dans cette transition-là. Donc, ça peut pas être... ça peut pas être du jour au lendemain de passer de il faut que je fasse quelque chose à en fait je laisse le contrôle à mon agent tout et tout le Et temps. mes agents font tout et Voilà. tout ça. Ouais. Et donc ça, ce qui est le plus important, c'est en effet ce système de validation, d'aller se confronter à un humain, de venir le solliciter. Et ça, les agents sont capables de le faire parce que dans leur rôle qu'on leur a assigné, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire automatiquement, qu'ils vont devoir demander validation. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il est capable de travailler en autonomie sur 90% des tâches. Les tâches les plus à risque, envoyer un mail, par exemple, à un fournisseur, il va évidemment comprendre que c'est une tâche à risque, il va évidemment comprendre que ça va avoir besoin d'une validation externe, il va attendre, et surtout, l'ensemble des validations, quand elles sont faites, l'ensemble des retours qu'on peut faire à son draft d'email, il va les garder, il va apprendre. Et ça, je pense que finalement, ça permet petit à petit, pour les dirigeants, pour les équipes, d'avoir une forme de zone de confort de plus en plus grande, de donner de plus en plus de pouvoir à ces agents-là, puisqu'en fait, dans le temps, ça va complètement se lisser, et l'intervention humaine il va continuer à nous solliciter, Ouais. mais petit à petit, on va juste lui dire « Ok, c'est bien, tu as fait du bon travail, tu peux envoyer ce mail-là. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, et ton métier aussi en tant qu'intégrateur de ces solutions chez les clients, c'est aussi d'apprendre, enfin de mettre des garde-fous, mais on sait bien, enfin avec quand même il y a toujours le risque que l'agent dépasse les garde-fous ou qu'on les mal paramétré, parce que c'est quand même, il reste la place, enfin la patte humaine reste importante. Et c'est d'ailleurs, moi pour l'utiliser beaucoup, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que quand tu arrives à avoir une vraie connexion avec tes différents agents, tu sens la puissance du truc. Mais je pense que c'est, à titre personnel, je me dis que c'est parce que je maîtrise plus ou moins quand même ce que je fais avec mes agents que en fait, je garde ma place en tant qu'orchestrateur. Et on va prendre l'exemple. On parle de cabinet de conseil. Ouais. Et moi, pour avoir vu ce que tu as déjà développé, sur le sujet du CRM, je pense que ma conviction, c'est que les boîtes de CRM vont toutes disparaître dans les 2 ans. Pour faire un peu l'écho avec ce que tu disais, il y a une fenêtre de tir de 18 mois. Parce que je ne comprends pas. Alors, je suis désolé pour les gens d'HubSpot, Word, Salesforce. C'est peut-être un peu différent en B2C, parce qu'en B2C, quand tu envoies des mails, tu as toute la partie whitelisting des IP, mais en B2B, je ne comprends pas que des boîtes aient encore des CRM du marché dans 18 mois. Alors, je pense pas que ce soit très iconoclaste en plus aujourd'hui de dire ça, parce que pour avoir vu ce que tu as mis en place dans certains cabinets et pour avoir créé moi-même pour la Summit des petits CRM, en fait, c'est vachement mieux, quoi. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais tu as quand même des signaux de marché qui sont forts. Monday qui a perdu 80%. Enfin, bon, il commence à y avoir des signaux de marché qui sont extrêmement forts parce que je pense que, en effet, ça n'a plus beaucoup de sens que de payer pour un outil générique quand aujourd'hui tu peux construire le tien parfaitement adapté à ton workflow, à tes habitudes. Et voilà, et tu disais tout à l'heure, c'est que trop fréquemment tu utilises des outils, puis tu vas avoir ton scénario un peu particulier qui ne va pas pouvoir être pris en compte, etc., etc. Donc nous, avec un client, c'est exactement ce qu'on a fait. Je te l'avais montré en préambule, mais d'abord, nous, ce qu'on a cherché à faire sur le sujet du CRM, c'est de cartographier son acquisition client. Bon, tu vois, les CRM, ils ne prennent par exemple qu'un ou parfois peut-être seulement 2 flux. Mais souvent, ça peut être, par exemple, c'est les formulaires sur les sites internet assez classiques. Il faut que la personne ait rempli le formulaire pour qu'ensuite ça rentre dans le CRM, soit correctement tagué, etc. Mais le problème, c'est que dans la vie d'une boîte, dans la vie d'un cabinet, ça peut venir de plein d'autres sources. Ton bouche à oreille, les personnes qui te recommandent par mail, des choses qui peuvent venir. Et donc tout ça, ça échappe souvent au pipe, ça demande du travail manuel, ça demande de bien suivre. Et si tu reçois un email un samedi à 14h, tu ne vas pas forcément te connecter à ton CRM pour penser à le faire, etc. Donc nous, ce qu'on a décidé de créer pour cette partie CRM pour les cabinets, c'est un agent qui est connecté à sa boîte mail, par exemple, à la boîte mail du dirigeant, et qui détecte automatiquement si les leads sont, en tout cas les mails entrants sont des leads potentiels à chaque fois. Et donc il va être capable de dire, bon bah là, celui-là visiblement c'est une recommandation qui t'a été faite, c'est une intro, on pense qu'il y a 90% de chances que ça vaille le coup de le mettre à cette étape-là de ton CRM. Appuie ici si tu es d'accord et ça rentre automatiquement dans ton CRM. Ce qui veut dire que potentiellement, ce qui est assez excitant dans cette vision, c'est que au début, tu trouves ça magique.
Parce que il dit ouais, j'ai lu tes mails et je vois qu'il y a une intro d'une personne A qui te présente une personne B. Est-ce que cette personne B, je la mets en lead? Ouais. Mais qu'au fil du temps, non seulement il va savoir si ces personnes B ont converti, donc tu vas pouvoir aussi avoir un modèle de prédiction multisource, parce que ce que je te dis sur les mails, en fait, est partout pareil, c'est qu'il va... Ce que la brique, c'est de dire, voilà, je sais le pattern de conversion. Et de fait, quand c'est une introduction en bouche à oreille, généralement, ça convertit mieux. C'est-à-dire qu'au bout de la 100e personne, tu sais, comment dire, tu peux déjà presque prédire ton chiffre d'affaires, si je le dis de manière vraiment un peu abrupte. Non, mais c'est ça. Et donc ça amène deux sujets. Mais le premier, c'est que tu es propriétaire de cette donnée-là. Je pense que ça t'arrange de garder la manière avec laquelle tu vas convertir tes prospects entrants. Je pense du coup, il y a un gros sujet souverain aujourd'hui en Europe, notamment sur la donnée. Ça, je pense que c'est très important. Tu entraînes petit à petit les modèles sur ta propre façon de convertir. Et ton cabinet, voilà, tu entraînes régulièrement un modèle à dire, voilà, moi, mon flow idéal de conversion entre prospect et client, quand c'est un lead qui m'a été introduit par du bouche à oreille, c'est celui-là, je vais envoyer telle plaquette, parce que c'est la plaquette qui a le plus de taux de conversion dans ces scénarios-là. Ça, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, cette donnée-là, elle vaut de l'or. Elle est encore plus quand elle est hébergée chez toi. Et c'est pour ça que on revient toujours à cette fenêtre de 12 à 18 mois, parce que ces modèles-là, ça se lance aujourd'hui pour dès aujourd'hui les entraîner, pour dès aujourd'hui ils accumulent de la donnée. Et donc cette fenêtre, elle doit se lancer maintenant parce que c'est de la donnée, il va apprendre au jour le jour, au quotidien. Et donc c'est évidemment maintenant qu'il faut les lancer. Et donc nous, c'est pour ça qu'on les accompagne sur des sujets comme ça. Et parce qu'en plus, effectivement, il y a l'idée du modèle que tu crées en dessous qui, pareil, paraît un peu abstraite, mais qu'on comprend. Si on prend cet exemple, tu me diras si j'ai tort, mais c'est de dire, si tu reçois 10 mails de recommandations ou d'introduction par mois et que tu sais qu'il y en a 5 qui convertissent, ton modèle, il commence à apprendre de ces informations-là, parce que finalement, un modèle, c'est de la donnée à l'entrée et de la donnée à la sortie, et donc il va ensuite faire des actions. Mais est-ce que au-delà de ça, est-ce que tu, en fonctionnalité moi j'ai l'impression que c'est surtout que les fonctionnalités dont on a rêvé, qui sont peut-être des petites fonctionnalités, en fait, aujourd'hui, tu vas créer une fondation qui fait que dans 18 mois, tu seras déjà tu seras en train de continuer à développer les fonctionnalités. Exactement. Et pas attendre que ton SaaS le fasse, que le HubSpot le fasse, ou de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que tu as aussi la main sur l'évolution de ce produit-là qui est quand même clé dans ton business, quoi. Exactement. Et puis surtout, sur l'évolution, tu vas pouvoir, si tu mets dès aujourd'hui ces systèmes-là en place, les modèles vont évidemment s'améliorer, vont évidemment être plus performants, vont évidemment être plus intelligents. Et nous, on offre aussi cette forme de surcouche supplémentaire d'accompagner dans le temps, une fois qu'on déploie une plateforme avec des agents, etc., ce qu'on peut appeler une plateforme agentique, mais voilà, de suivre toutes ces technologies-là dans le temps, d'accompagner nos clients dans le temps pour maintenir un très haut niveau de rendement, les modèles apprennent, mais deviennent également, de manière générale, de plus en plus intelligents et sur des tâches de plus en plus complexes. C'est évidemment ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on essaie de structurer ça avec nos clients. Et du coup, la question que j'ai après, c'est que j'ai l'impression que cette fonction de Chief AI Officer, il a quand même, il a quand même comme premier objectif j'imagine, de mettre des cadres, parce que je reviens sur les CEO dont on ne sait pas s'ils sont effrayés, excités, ou s'ils disent juste qu'il faut qu'ils fassent des choses. Mais comment est-ce que Unplexed, qui est ton cabinet, comment est-ce que tu fais en sorte justement de répondre à ces CEO qui viennent te voir en disant il faut tout changer? Voilà. Nous, ce qu'on apporte chez Unplexed, c'est de la structure. Encore une fois, j'aime bien prendre cette image, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste prendre un hélicoptère et aller au sommet du Mont Blanc et poser un drapeau. On va essayer de faire ça petit à petit, avec des étapes. Première étape, très souvent, c'est une phase d'audit. Donc l'état de l'art. Quels sont les outils que tu utilises? Quels sont éventuellement tes points de blocage? Dans un monde vraiment idéal, quelle est la chose qui ferait la différence dans ton workflow de CRM, par exemple? Prenons ton monde idéal, essayons de le dessiner, et ensuite on élague un petit peu s'il y a des besoins. Deuxième phase, une phase intensive de développement, où là, on va connecter les outils et on va interconnecter les différents outils les plus importants entre eux. On va créer les premiers agents, on va commencer à sécuriser la donnée, on va leur mettre
On va permettre aux agents de travailler dans un environnement sécurisé de données, où il n'y aura pas de perte de données importante, il n'y aura pas de dispersion, ça c'est très important. Ouais, ça, j'imagine que c'est un point clé. C'est bon, la souveraineté, on n'aura pas forcément le temps d'en parler, mais c'est de dire que d'assurer à la boîte que sa donnée sera sécurisée et sera pas corrompue, ni perdue, ni. Voilà, c'est ça. En fait, Voilà, particulier. Voilà, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension qui est s'assurer de son stockage et de son non-partage à des tierces pour des entraînements de modèles. C'est des sujets qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder, mais c'est évidemment la première brique. Et l'autre brique, c'est s'assurer que les agents, quand bien même ils vont interagir avec de la donnée, le fassent dans un environnement suffisamment sécurisé pour qu'aucune donnée ne soit perdue, ne sera overwritée, etc. Vraiment pour sécuriser l'ensemble de la stack technique. Ça, c'est très important. Et une fois, et donc en général, ce temps-là de développement et de mise à disposition d'une première plateforme pour une PME d'une 30aine de personnes, tu vois, quelque chose comme ça, qui a besoin de son CRM, ça va être entre 2 et 3 mois. Okay. Voilà, ça va être entre 2 et 3 mois. On ne parle pas de 18 mois. Enfin, voilà, avec nos clients les plus institutionnels, on est dans les temps un petit peu plus longs, mais pour des cas un peu plus classiques, c'est plutôt 2-3 mois. Et puis après, on va une autre phase, on va mettre dans les mains du client la solution. On va récupérer les retours et on va itérer comme des Legos. On va petit à petit ajouter des briques, prendre les retours, ajouter des briques, et de ça de manière continue. Et c'est comme ça qu'on construit les choses chez nous. Et alors, ça veut dire que le gain, parce que je pense que la question qu'on va te poser, c'est. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne te pose pas la question du gain, parce qu'elle paraît un peu. Elle est cachée là, mais en revanche, le gain, il est relativement incrémental. Enfin, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est. On fait brique par brique, donc le gain est incrémental. Il n'est pas. Il n'y a pas personne qui dit Arnaud m'a mis un nouveau CRM, j'ai gagné 1 million d'un jour à l'autre. Ça, c'est plutôt si tu joues au loto, mais plutôt de se dire qu'à force de prendre en main des process qui nous semblent, à mon avis, aujourd'hui totalement. Enfin, moi, le développement me semblait complètement un autre monde. Et le fait de le prendre en main, ben, en fait, le gain, il devient évident parce qu'en fait, il est celui que tu veux donner à la machine, quoi. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'expliquer le plus clairement possible qu'il faut commencer maintenant. Parce que plus les modèles vont apprendre tôt sur la donnée, sur la manière dont nos clients travaillent, fonctionnent, préfèrent parler, leur tone of voice, etc., plus vite les modèles vont devenir excellents. Et donc, du coup, c'est effectivement plutôt un gain incrémental qu'un gain financier du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est un peu comme les intérêts composés, si tu veux. Tu as les intérêts composés en finance, sauf que là, ça va être des intérêts composés sur l'intelligence qu'on va donner à un modèle. Et ça, c'est clairement aujourd'hui la pierre angulaire. Aujourd'hui, faire en sorte que les modèles soient les plus rapidement actifs. Parce que si on se positionne, si on se projette dans 3 ans, est-ce que, ou dans 2 ans, est-ce qu'on n'est pas, comment est-ce qu'on n'est pas découragé? Et je veux dire, c'est une observation un peu personnelle, c'est comment est-ce qu'on n'est pas découragé par les gaps qui ont eu lieu et qu'on n'a pas pu maîtriser quelque part? Écoute, je pense que si, par exemple, si on se projette, tu vois, dans quelques mois, je pense que si rien n'a été mis en place dans la plupart des organisations, je pense qu'il va y avoir là un mur assez important. Tu vois. Des modèles vraiment plus performants que ceux d'aujourd'hui, des concurrents qui vont déjà avoir 1 an et demi, 2 ans d'incrémentation de données, de learning sur les process, etc. Là, va vraiment se créer un gap, c'est-à-dire que avoir son modèle entraîné, qui est adapté à son organisation, à sa méthode de travail, qui est déjà dans le moule, je pense que c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi essayer de corréler ça de manière un peu plus générale. C'est que toutes les boîtes aujourd'hui vont investir massivement dans les infrastructures d'IA, les dépenses des hyperscalers, Amazon, Google, tu peux regarder. Tout ce qui a été dépensé ce qui va être dépensé en 2026, ça va être le double de ce qui a été dépensé en 2025. Donc évidemment, des modèles vont arriver de plus en plus intelligents. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ces dépenses-là vont générer le fait qu'on ne va plus pouvoir se cacher derrière un SaaS pour faire les choses, etc. Les organisations vont vraiment créer les leurs et des modèles parfaitement intelligents qui comprennent exactement comment est-ce que ça fonctionne chez vous. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller plus vite aujourd'hui et commencer à se lancer dès maintenant. Il ne faut pas forcément en avoir peur. Il faut juste prendre le virage. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et ouais, c'est vrai qu'on parle, il y a un terme qui est hyper important et qu'on réserve généralement à des TechCrunch et à des news sur OpenAI et NVIDIA, c'est le terme d'infrastructure. Ouais. C'est-à-dire que
même le petit cabinet de conseil de 20 consultants, ce dans quoi il investit, c'est une infrastructure pour son avenir, quelque part. Exactement. Et quand bien même tu peux te dire demain peut arriver un saut quantique, un peu comme ce que Claude a fait au monde de la cybersécurité il y a 2 semaines, ben, malgré tout, tu es plus armé si tu es déjà acculturé à une nouvelle infrastructure que ta propre infrastructure. Exactement. Et je voyais ça tout récemment avec une boîte de cabinet de conseil dans la finance. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut déjà construire le moule, connecter ses données, les faire travailler, créer son infrastructure, son data lake, etc. Les boîtes qui ont compris ça vont se développer bien plus vite. Le train, il va passer peut-être qu'une seule fois. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rester sur le quai de la gare. On ne sait pas s'il y aura un prochain passage. Ça va aller tellement vite qu'on peut vraiment très rapidement se retrouver largué. Et donc, il faut être capable d'avoir les fondations. Il faut poser les dalles de béton pour pouvoir ensuite construire sa maison dessus. Si on n'a pas les bases, la dalle de béton dans 18 mois, je pense que ça peut vraiment être compliqué. Ah, tu vois, c'est quand même... on est resté, je trouve, dans notre échange entre l'excitation et la peur. Parce que tu finis quand même par dire « ayez un peu peur ». Mais il ne faut pas oublier non plus l'excitation qu'il y a de vraiment reprendre en main de nouveaux process. Mais est-ce que tu es d'accord on sera toujours dans cette espèce de rapport, même si fondamentalement, il n'y a qu'un seul sujet à garder, c'est il faut créer son infrastructure IA aujourd'hui. C'est une question de survie, mais c'est aussi une magnifique opportunité. Complètement. Et je pense que justement pour éviter entre la peur, l'inaction, parce que parfois la peur amène l'inaction, c'est-à-dire qu'on continue d'y réfléchir, mais on n'agit pas forcément. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est de se dire, il faut être accompagné. Encore une fois, le développement de Chief AI Officer part-time, c'est, je pense, un très bon compromis pour être accompagné dans les transitions, pour être rassuré sur le fait que des choses commencent à être mises en place dans l'ensemble des organisations et des différentes équipes, des différents pôles, pour petit à petit prendre confiance, savoir qu'on n'est pas largué, savoir qu'on n'est pas resté sur le quai de la gare, on est au moins dans le train, et on verra à quelle gare on s'arrête. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Pour ne pas avoir cette peur, il faut agir petit à petit, et ça commence aujourd'hui. Et ben voilà, vous avez compris ce qui vous reste à faire. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de commencer aujourd'hui. Et surtout, effectivement, on donnera tes informations de contact. Mais c'est vrai que de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui va vous permettre d'arbitrer, je pense, entre le faut tout changer tout de suite et c'est foutu, j'y arriverai pas. Exactement. Bravo. Merci Arnaud. Merci Guillaume.